Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Place à notre expert. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Justine. Je voulais déjà te remercier pour ta confiance et pour l'enregistrement de cet épisode. Et puis rien de mieux que toi pour te présenter, alors je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Charlène de me recevoir à ton micro, c'est un honneur pour moi. Je m'appelle Justine Angibaud, je suis hypnothérapeute et je suis dans la région de Bordeaux. Donc moi j'interviens dans l'accompagnement des femmes au sens large. Ce qui me guide dans la vie, c'est d'accompagner les parcours des femmes, les passages de leur vie. J'interviens tant au niveau individuel avec l'hypnothérapie qu'en collectif avec des ateliers, des cercles de femmes et des espaces pour se relier aussi et avancer chacune sur son chemin. Voilà un petit peu pour la présentation de qui je suis finalement et aujourd'hui très liée à mon métier qui me porte beaucoup dans la vie. Merci pour cette belle présentation et t'as cité 3 mots. T'as cité celui de parcours, de femme et de vie et ça va clairement être la thématique aujourd'hui de notre épisode puisqu'on avait décidé de l'appeler la féminité dans le cycle de la vie. Et justement, pour introduire un petit peu cette notion de deuil et cette notion aussi de vie, comment toi tu travailles? Qu'est-ce que c'est déjà pour toi le deuil? Si on peut partir d'un côté, beaucoup plus simple et que ce soit en termes, personnels, professionnels, encore une fois, ce qui a du sens pour toi d'être partagé et comment peut-être on peut travailler ces deuils et je pense que tu vas déjà nous introduire ta manière de voir les choses sur ce sujet. Oui, tout à fait. Déjà, c'est des termes qui me parlent beaucoup puisque je pense qu'on est tous, à un moment donné dans la vie, touchés par le deuil. Alors moi, quand je parle de deuil, je parle au sens large puisque le deuil, c'est pas que la mort en tant que telle. Enfin, c'est une forme de mort, mais en tout cas, c'est pas que la mort physique. Moi, dans mon parcours personnel, j'ai moi-même été touchée par plein de formes de deuil. Avec un S. Et j'accompagne au quotidien ces femmes qui ont plein de formes de deuil et aussi. Pour moi, le deuil, c'est un grand mot finalement. Pour moi, c'est plus un parcours finalement qu'une étape. Euh, c'est pas forcément quelque chose qui est figé, qui est rapide. Je me lève un matin, je fais un deuil, le lendemain matin, je suis dans un autre état. Enfin voilà, c'est quelque chose qui pour moi se travaille aussi dans le temps et n'est jamais vraiment acquis. Mais ma vision des choses, c'est que pour moi, faire des deuils, c'est plutôt sain finalement dans la vie. Travailler avec la question de la mort, c'est travailler avec la vie. Donc ça, c'est vraiment une philosophie que j'ai et en fait, j'essaye aussi dans mon quotidien, dans ma pratique, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, d'amener les personnes aussi à penser les choses différemment par rapport à la mort, par rapport au deuil en général, parce que ça fait du bien, tout simplement, de se dire que lorsqu'il y a un deuil à faire, ça veut dire que derrière, il y a une naissance de quelque chose d'autre. Voilà. Carrément. Oh, tu as cité plein de choses où j'ai l'impression de m'entendre parler et c'est génial et c'est pour ça que j'avais aussi grand plaisir à faire cet épisode, avec toi et comme tu l'as dit, oui, pour moi aussi le deuil, il est pluriel. Il est sous plusieurs formes, il est sous plusieurs importances aussi. Il est propre à chacun. Tu dit que c'était un parcours. Ouais, moi je dis que c'est un chemin, mais l'idée est exactement la même. C'est-à-dire qu'il y a pas de
il y a pas de réelle fin. C'est plus justement un processus où ça s'intègre de plus en plus à notre histoire de vie, à nos apprentissages, à nos enseignements et à notre évolution, en fait, dans la vie. Et ce que je trouvais, beau sur cet épisode, c'est que, on associe le mot «deuil», au pluriel, enfin au singulier ou au pluriel, plutôt à des choses qui sont négatives, de type décès, burn-out, maladie et je pourrais en citer bien d'autres. Et en fait, ce que j'ai aimé avec toi quand on a eu nos premiers échanges, c'est que oui, on remet pas en question cette notion de deuil négatif, on va dire, mais on a aussi envie d'ouvrir à une notion de deuil plus positif, dans le sens où le deuil, c'est une situation où il y a un avant et un après. Et dans nos vies, il y en a plein. Et par rapport aux femmes, il y en a aussi de nombreuses morts, de nombreuses petites morts justement. Et comme tu l'as dit, il y a cette notion de cycle. Est-ce que toi, qui es justement plus spécialiste sur cette thématique de la femme et de la féminité, est-ce que tu veux nous introduire un petit peu cette idée, ces passages de la vie? Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai qu'en tant que femme, en fait, déjà biologiquement, on est cyclique. Déjà de par bah, notre cycle menstruel. Déjà, c'est la première chose, c'est que même si l'homme est cyclique sur d'autres choses évidemment, mais nous en tant que femmes, ça se vit tous les mois en fait dans notre corps. Et donc, déjà rien que ça, c'est déjà une forme de renaissance parce que tous les mois, il y a un nettoyage qui se fait dans le corps. Donc moi, j'aime bien aussi déjà partir de ce qui se passe dans le corps parce que, ben, voilà, c'est palpable, c'est quelque chose que l'on peut déjà voir. Et c'est aussi l'idée qu'on se régénère, en fait, tous les mois. Euh, et ça, c'est super intéressant et super puissant parce qu'on se dit, bah, en fait, ça veut dire que tous les mois, il y a un nouveau cycle qui se met en place et qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent être faites, en fait. Tant au niveau émotionnel, psychologique, enfin, voilà, c'est assez, assez général. Et donc, pour moi, c'est aussi une chance que bah, de pouvoir avoir ce cycle-là déjà naturel. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de partager, c'est que nous, en tant que femmes, on a ce cycle menstruel qui est là. Ensuite, c'est aussi l'idée, comme tu le disais tout à l'heure, des passages de la vie. Donc moi, j'aime bien dire que j'aime accompagner les passages de la vie parce que la vie est faite de passages. On n'a pas tous les mêmes. On peut tout à fait être une femme sans être une maman, par exemple, ou on peut tout à fait euh, être une femme, être en couple, mais ne pas se marier, par exemple. Enfin, voilà, je parle de mariage parce que moi, je me suis mariée il y a pas longtemps, donc je suis dans cette émotion-là et donc ça me vient. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est aussi l'idée que chacun a son chemin. Et que en fonction du chemin de chacun, on va faire des passages, passer des nouvelles étapes. Et passer des nouvelles étapes comme ça de vie très importantes, bah, c'est aussi faire le deuil de ce qu'il y avait avant. Alors ça veut pas dire qu'on n'est plus qui on est, qu'on est totalement différent, etc. Mais mine de rien, il y a quand même des petites morts en fait qui se font au fur et à mesure. Donc moi, par exemple, là, je me suis mariée avec mon conjoint avec qui j'étais depuis 10 ans. Alors en effet, notre quotidien n'a pas changé du tout, mais pour autant, eh ben, il y a une forme de bah ouais, de petite mort parce que finalement, bah moi j'ai décidé de prendre son nom, par exemple, c'est tout bête, j'aurais pu garder le mien, hein, mais ça s'est fait comme ça. Et ben finalement, c'est une forme de deuil parce que c'est le nom de mon papa que je n'ai plus en plus. Donc il y a plein de choses au niveau symbolique aussi qui s'installent là-dedans. Et à la fois, c'est un moment merveilleux, un moment magique, mais c'est une forme de deuil. Donc, comme tu le disais, les deuils, il y en a tout le temps, même dans les moments heureux. En fait, ça fait partie de la vie, vraiment. C'est ça et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis. Tu disais, on meurt pas totalement, on n'est pas totalement différent, mais c'est vrai qu'il y a des petites parts de soi qu'on va laisser au passé, sur lesquelles on va décider de lâcher prise et c'est vrai, c'est vraiment cette notion pour moi d'évolution et c'est d'ailleurs pour ça que je dis que le deuil se termine pas parce que, ben, chaque évolution de notre vie a des moments 6 mois, 1 an, parfois 10 ans après, ben, on va reposer de la conscience sur un événement. Et je donne toujours ces mêmes exemples, mais si vous re-regardez un film que vous adoriez quand vous étiez enfant,
bah, vous allez le voir d'un tout autre œil. Pourtant, l'histoire est la même, les scènes sont les mêmes, la durée du film est la même. Potentiellement, vous pouvez même mettre le même pyjama que vous aviez quand vous étiez petit et pourtant, vous poserez un regard qui est différent dessus. Donc il y a vraiment, moi je trouve, ces boucles. C'est pas vraiment un retour à la case départ, c'est un peu comme la bonne paye. Tu sais, la bonne paye, c'est toujours le même truc où tu arrives au milieu et paf, tu repars au départ, mais c'est jamais le départ du jeu. C'est un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième, énième départ avec des prises de conscience à chaque fois, avec des évolutions, avec des métamorphoses. Et tu as justement dit cette notion de renaissance par rapport à la femme, et tu l'as dit par rapport au cycle de la femme, ce qui est vrai. En tant que femme, ben oui, tous les mois, on se nettoie, on se purifie, on se régénère et ça permet encore une fois de le souligner, mais le but du deuil, les objectifs du deuil en tout cas à la fin, c'est de pouvoir se reconstruire. C'est réellement une courbe en U où ça nous demande de plonger, d'accueillir, de reconnaître aussi toute cette souffrance, toute cette difficulté pour des deuils qui sont plus négatifs, ou de reconnaître ce qu'on perd ou ce qu'on laisse au passé pour des deuils qui sont plus positifs, plus symboliques, comme tu l'as dit par exemple avec le mariage, pour certains passages de la vie où on évolue, où on est différent, où on va prendre des rôles aussi parfois qui sont différents, des rôles sociétaux. Tu donnes vraiment l'exemple du mariage, ben c'est un exemple où ben oui, on a derrière d'autres alors qu'on le veuille ou non, hein, je suis mariée aussi, personnellement, ça n'a pas changé ma vie, mais malgré tout, de manière symbolique et inconsciente, ça a quand même aussi, je pense, son influence. Est-ce que tu avais un truc à réagir là-dessus avant qu'on passe à la suite? Non, non, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là et en fait, en tant que femme, c'est aussi, en fait, c'est aussi se dire que toute notre vie, on a des passages et des deuils à faire. Par exemple, dès le début, quand, la petite fille, elle a ses premières, menstruations, ses premières règles et ben, c'est une forme de deuil de cette enfance finalement parce que, ben, lorsque ces premières menstruations, elles sont accompagnées, parce que parfois elles sont pas toujours accompagnées et c'est pas toujours expliqué finalement ce que ça veut dire que d'avoir ces règles. C'est pas juste je saigne tous les mois, il y a quand même ben, c'est un passage qui est hyper important. Et moi, parfois, dans les accompagnements des femmes que j'ai, bah, des fois, je me rends compte que finalement, ce passage, il a eu lieu, on va dire, dans le quotidien parce que les règles sont arrivées, mais il n'y a pas eu d'information, ou il n'y a pas eu vraiment de passage symbolique par rapport à ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment un premier passage dans la vie d'une femme. C'est-à-dire que ben, ça implique d'avoir ces règles, bah, qu'à un moment donné, il y a une ovulation. Et donc, une ovulation, ça veut dire que potentiellement, on peut donner la vie. Et donc, c'est faire le deuil de toute cette enfance aussi où ben, finalement, on n'est pas du tout dans tout ça, dans l'idée de la reproduction, etc. On est juste dans son enfance avec ce qui importe à ce moment-là. Donc, premier passage. Ensuite, la femme, ben voilà, elle fait sa vie, elle choisit, elle devient une femme. Donc déjà ça, c'est quand même un passage qui est hyper important. Être une femme, ça veut pas dire avoir ses règles, hein. Donc ça, c'est pareil, c'est que ben moi parfois j'accompagne des femmes qui ont 25-30 ans et qui me disent j'ai pas l'impression d'être une femme encore parce que ben c'est un parcours, ça prend du temps, voilà, pour plein de raisons qui leur appartiennent. Lien avec la sexualité aussi, voilà, des femmes par exemple que j'accompagne dans le cadre de la sexualité et pour qui c'est compliqué, c'est pas évident, qui ont finalement des difficultés à se dire bah oui, je suis une femme sexuée, etc. Et tout ça, c'est des parcours, des passages. Donc quand on travaille la sexualité, ça peut, en tout cas, être parfois faire le deuil de la petite fille pour accueillir cette femme qui est là et qui grandit. Donc ça, c'est une forme de deuil dans l'accompagnement que je propose. Après, si on suit finalement cette ligne-là, et là, j'ai vraiment à cœur de dire que ce n'est pas un passage obligé parce qu'on a été longtemps les femmes aussi dans une société qui nous disait pour être une vraie femme, il faut être une mère. Et bien sûr que non, en fait. et là encore, c'est un passage qui n'est absolument pas obligé, qui peut être magnifique si on fait ce choix de le faire, mais en tout cas qui n'est pas obligé. Et c'est pas parce qu'on ne passe pas par ce passage qu'il n'y a pas qu'il y a une case qui n'est pas cochée. Juste une petite aparté sur ça parce que ça me semblait important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De le dire. Et alors lorsque on devient mère, et bien là encore, c'est une forme de deuil de plein de choses, même si
être mère, ça veut pas dire oublier qui on est, etc. Enfin, c'est pas ça, hein, mais c'est bien sûr toujours sous la forme symbolique. Nous ne sommes plus tout seuls. Il y a un petit être qui est toujours avec nous, qui sera toujours avec nous. Et ben, mine de rien, la responsabilité aussi, elle évolue, elle change. Faire le deuil peut-être de petites choses qu'on faisait avant et qu'on fera plus après, ou pas, hein, mais voilà, c'est aussi tout ça. C'est aussi à ce moment-là l'histoire personnelle de la femme qui revient au galop, puisque quand elle devient mère, et ben, en fait, elle est face aussi à sa propre histoire lorsqu'elle était enfant, avec sa propre mère à elle, son propre père. Et donc là, il y a plein de choses qui peuvent se jouer aussi. Donc c'est faire le deuil de son enfance, de ce qui a pu se passer dans sa propre histoire pour accepter d'être soi-même maman. Euh, je pourrais en parler pendant des heures, puisque c'est mon quotidien. J'accompagne la fertilité et les couples voilà, qui, à un moment donné, peuvent être en difficulté pour concevoir et lorsqu'il y a des blocages inconscients qui peuvent être en place. Et en fait, je travaille donc beaucoup avec l'idée du deuil sur ces sujets-là. Et puis pour finir sur cette belle ligne, on va passer sur le dernier. Alors je ne sais pas comment le dire parce que là encore c'est très tabou dans notre société. Et la question, donc, vous l'avez compris, de la ménopause, où bah là aussi, dans le corps, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'arrête. Et ça peut être aussi vécu très violemment par les femmes, aussi parce que la société nous renvoie que, bah voilà quoi, une fois, maintenant qu'on a la ménopause, bon, bah, à quoi on sert, nous les femmes, après la ménopause? Non mais franchement. Et malheureusement, bah, ça impacte aussi beaucoup sur l'inconscient collectif, sur l'inconscient tout court des femmes. Euh, et donc, c'est une forme de deuil qui s'installe déjà dans le corps. Voilà, là, clairement, c'est dans le corps. Et puis aussi, bah, on le sait, il y a quand même des symptômes aussi physiques qui peuvent être présents. Et c'est comme si ça nous ramenait en fait à chaque fois au fait que bah oui, il y avait plus de cycle, en tout cas naturel, parce que c'est pas parce qu'il y a plus de cycle naturel lié aux menstruations qu'il n'y a plus de cycle tout court. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Notamment énergétiquement, tous les mois, il y a des choses qui se passent dans le corps des femmes ménopausées. Mais en tout cas, moi j'ai de plus en plus de femmes aussi qui poussent la porte de mon cabinet en me disant mais moi je ne veux pas vieillir, je ne veux pas être vieille, je refuse en fait ce passage-là, c'est pas possible, je peux pas avoir déjà cet âge-là, etc., etc. Donc c'est aussi travailler sur le fait que être ménopausée, ça ne veut pas dire mourir. Et là on en revient en fait à la question de la mort parce que ça fait peur. Et pour autant, on n'en est pas là. Voilà. Donc ça c'est vraiment, j'avais vraiment à cœur de partager par rapport à la femme en tout cas aussi tout ce qui se joue tout au long de sa vie, tous ces parcours-là, tous ces micro-deuils qu'il faut faire, qui sont plus ou moins grands selon les personnes. Pour certains, ça va être léger et limite sans s'en rendre compte finalement. Et pour d'autres, ça va être vraiment un vrai travail thérapeutique pour se sentir aussi mieux, se sentir libéré et faire de la place pour un nouveau passage. Voilà. Merci beaucoup d'avoir retracé vraiment ce cycle de la femme. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans ce que tu as pu partager, c'est qu'il y a différents types de deuil. Et comme tu l'as dit, qui sont des passages pour certains qui les vivront, d'autres femmes qui les vivront moins ou qui s'en rendront moins compte. Mais il y a des deuils qui sont personnels, de soi à soi, laisser un bout de soi, notamment par exemple avec la petite fille qui passe à l'âge, enfin avec les menstruations ou même à l'adolescence, avec la sexualité qui change. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as ramené cette notion de deuil par rapport à des attentes et notamment par rapport à des attentes sociétales. Et ça, on pose pas forcément le mot deuil dessus parce qu'il est vraiment uniquement, enfin très souvent associé à la mort physique, au décès d'une personne. Et pourtant, ça en est en fait. Parce que même si on est dans une société qui évolue, qui bouge, notamment sur ces questions de féminité, de féminisme aussi, hein, ça reste des sujets qui sont clairement actuels. Néanmoins, on a quand même encore cette idée qui est associée au fait que la femme doit être maman, et le mot devoir, je le mets volontairement pour voilà, pour pousser un petit peu et stéréotyper un petit peu ce que je dis, mais il y a quand même cette notion-là derrière, comme si c'était un passage qui était obligatoire.
Alors que pour certaines femmes, et en tout cas moi à l'heure actuelle j'en fais partie, je n'ai pas de volonté d'être maman, je n'ai pas de volonté d'être enceinte et c'est OK en fait et je pense que ça fait pas de moi ni une mauvaise potentielle mère future si les choses devaient être, ni même non plus une mauvaise femme, qui va à l'inverse de ce que les femmes devraient faire ou non en fait. Et du coup, ces notions de la société dont parfois il faut faire le deuil, qu'il faut dépasser et accepter de se reconstruire en dehors de ça, bah, ça revient aussi au fait de s'écouter, de savoir ce qui est bon pour soi, ce qui a du sens pour soi, ce qui est juste pour soi. Et tu avais dit aussi une autre chose sur laquelle je n'arrive pas à revenir et qui avait beaucoup de sens aussi. Peut-être qu'elle me reviendra, c'est pas grave, c'est que c'était OK et que c'était pas si important. Et il y avait une 2e chose sur laquelle j'avais envie de t'entendre si c'est OK pour toi. Justement, tu parles du cycle menstruel, tu parles du fait que c'est pas toujours bien accompagné, hem, qu'on manque un peu parfois peut-être de mode d'emploi, en tant que maman par exemple, ou en tant que marraine ou en tant que tatie ou en tant que cousine, enfin qu'importe l'âge qu'on a parce que, bah, ça se joue pas toujours uniquement entre la fille et sa mère. Est-ce que tu as envie de nous faire peut-être un petit focus sur le cycle menstruel? Est-ce que tu as peut-être des conseils ou même des lectures ou voilà, des références, des ressources qui pourraient peut-être aider, certaines femmes qui se questionnent là-dessus ou qui ont peut-être fait face récemment à cette situation? La première chose que j'ai envie de dire, en fait, c'est que rien que le fait d'en parler, déjà, c'est, une première chose et c'est déjà très important. Heu, c'est pas juste, en fait, «Ah bah, voilà, tu as tes règles, donc tu vas pouvoir mettre une serviette hygiénique ou un tampon ou je ne sais quoi et cetera», sans expliquer, en fait, ce qu'il y a derrière. Donc c'est déjà l'intention, de vouloir expliquer, c'est déjà le plus important, en fait, j'ai envie de dire. Et parfois, c'est pas facile parce que, ben, c'est sa petite fille et la maman, en fait, elle doit elle-même faire son propre deuil, de cette petite fille qui a ses premières Carrément. menstrues et ça implique, du coup, toute la symbolique qu'il y a derrière. Donc parfois, en fait, c'est aussi la maman qui a besoin d'être accompagnée pour le passage de sa fille. Ouais, c'est un double deuil, en fait. Il y a autant Exactement. le deuil de la petite fille qui grandit et qui tous les mois va devoir faire face à ce truc chiant, hein, parce que quand on est jeune, c'est le truc chiant qu'on a tous les mois et qui est pas cool, qui nous empêche parfois d'aller à la piscine quand même. Et en tant que maman, de se dire: «Ben, oui, ça y est, ma petite fille grandit, elle a plus, 3 ou 4 ans où vraiment elle a évolué, elle a grandi» et c'est une prise de conscience aussi et comme tu le dis, un deuil qui reste positif malgré tout, je pense. Tout à fait. Et puis ensuite, de plus en plus, alors en tout cas nous dans la région de Bordeaux, de plus en plus il y a des espaces en fait aussi de parole où les jeunes filles, peuvent se retrouver, notamment par exemple je pense au cercle de femmes. Donc, là on va dire que c'est des cercles de jeunes filles. Donc moi je suis facilitatrice de cercles de femmes, mais pour l'instant je fais pas les jeunes filles, parce que, ben, ça s'est pas présenté pour l'instant, mais en tout cas je sais que j'ai, des collègues, qui font des cercles de jeunes filles où l'idée c'est justement, par le biais d'une tierce personne, de parler de ça. Parce que c'est OK aussi que ce soit pas évident pour la maman, pour la marraine, pour la tante de parler de ça. En fait, c'est aussi, ben, c'est pas évident. Donc c'est pas toujours facile et c'est OK aussi qu'une autre personne puisse accompagner ce passage-là. Donc ça, j'ai aussi envie de le dire. Faut pas que ça devienne une injonction non plus de dire des mots qu'on n'arrive pas à dire ou qui est compliqué ou etc. Donc ça peut être aussi ben, être accompagné par une autre personne qui va accompagner ce passage-là. Ces jeunes filles qui peuvent en parler ensemble, c'est hyper riche aussi. Parce que ben au-delà des copines entre le couloir et etc. Bah, simplement se poser et se questionner sur bah, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça évoque pour toi, etc. Enfin voilà, c'est aussi tout ça. Tu sais, dans tout ce que tu dis là, je vois la même chose en fait par rapport au deuil. Les cercles de parole, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour des jeunes filles, c'est aussi le type d'espace que moi j'ai ouvert par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Happy End avec les apéros de la mort. On peut aussi les entendre sous apéro mortel ou café mortel, mais c'est le même principe. Les groupes de parole justement à visée thérapeutique, quand on a perdu quelqu'un, ça permet aussi de se sentir, en commun, d'avoir justement cet élément commun où on se reconnaît, où on se comprend les uns les autres, comme tu le dis par exemple avec des jeunes filles dans le couloir et c'est vrai que l'autre
l'autre qui est en face de nous, qui est pas forcément quelqu'un qu'on connaît, peut être vraiment un levier, un moteur, une ressource, un tuteur, qu'importe le mot qui a du sens pour vous, mais justement pour évoluer dans ces passages de la vie. Donc merci de le rappeler. Complètement. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu souhaitais rajouter sur le côté, plus on va dire du cycle menstruel et d'autres conseils? Ou est-ce que tu en avais fait le tour? Bah, je pense qu'après oui, des livres, il y en a. Alors là, je les ai pas en tête, mais peut-être on pourra les mettre, en dessous, Avec du plaisir. podcast, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont vraiment intéressants. Hem, Après, je pense qu'aussi, en fait, finalement, avec cette notion de cycle menstruel, c'est pas uniquement, finalement, l'idée de ce cycle qui arrive tous les mois, de ce que ça implique dans le corps, etc. Mais c'est aussi parler de sexualité, parler de consentement. En fait, c'est le cycle menstruel, c'est un sujet aussi qui amène à d'autres sujets. Et en fait, c'est aussi à ce moment-là, voilà, qu'on va commencer à parler d'éducation sexuelle, etc. avec sa fille ou son fils, hein, bien sûr, hein, mais là on parle des jeunes filles, mais enfin voilà, je pense que c'est aussi ce sujet qui ouvre sur d'autres choses, parce que c'est un âge finalement pivot où si ce cycle il arrive à ce moment-là, c'est aussi parce que au niveau de la construction identitaire, il y a des choses qui se construisent aussi à ce moment-là. Voilà, c'est simplement ce que je voulais C'est ça. rajouter. Et de pouvoir justement, ouvrir la parole, qu'importe la manière dont on l'ouvre, qu'importe les personnes avec qui on l'ouvre, bah, ça permet justement de lever ces tabous, en fait. Si justement on n'en parle pas, ben, ça reste secret, ça reste mystique, ça reste on sait pas trop, on n'ose pas, aller voir ces sujets-là, alors que justement, bah, en parler permet d'amener, permet de délier la parole. Oui, et puis il y a aussi la pardon, je te coupe, la Vas-y. question des douleurs aussi, on en parle beaucoup, maintenant, ce qui était pas le cas il y a encore quelques années. C'est, sensibiliser sur le fait que, la douleur, menstruelle n'est pas normale. Bien sûr, avoir des petits tiraillements, des petites choses comme ça, oui, il y a des choses qui se passent dans le corps, donc ça, c'est OK. Mais pour autant, avoir des douleurs, à devoir se coucher ou ne pas pouvoir aller à l'école ou voilà, ça, ce n'est pas normal. Et je pense que c'est important aussi de sensibiliser de plus en plus sur ces questions-là. Et c'est là où le rôle, hein, du coup, soit de la maman ou des femmes de la famille ou d'une tierce personne qui va animer des cercles ou des ateliers est très, très importante. Ouais. Carrément. Mais dans le tabou, il y a vraiment enfin, dans tous les tabous d'ailleurs, que ce soit par rapport aux règles, que ce soit par rapport à la femme, que ce soit par rapport, à la sexualité, à la mort, cette notion de sensibilisation, information, discussion, elle est vraiment, importante. Je pense que le mot, il est faible, elle est capitale, en fait, justement pour avoir un demain et un futur qui sera différent sur ces sujets-là et où on sera quand même plus ouvert à la discussion et où ça mettra pas un froid ou un malaise ou une période, de honte dans une discussion, mais où au contraire, ben, ça amènera d'autres sujets sur la table. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, on a fait un peu un focus sur le cycle menstruel. Tu nous as, laissé un petit peu entendre que justement tu accompagnais aussi les couples. J'aimerais bien, si c'est OK pour toi, qu'on puisse faire un focus sur ces notions de maternité, fertilité et aussi une autre notion qui peut être taboue, celle aussi de l'infertilité. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous partager sur cette thématique-là? Bien sûr. Bah, c'est l'idée en fait finalement que, devenir parent c'est un sacré passage, hein, c'est un changement de rôle. On l'a dit tout à l'heure, c'est l'idée de laisser une partie de soi, pour partir sur autre chose. Enfin voilà, il y a cette idée vraiment de changement, même si, on l'a dit, le changement n'est pas forcément radical et tout dépend de ce que chacun va y mettre en fait, encore une fois. L'idée, c'est pas non plus de diaboliser, parce que parfois on entend aussi beaucoup de personnes qui disent à l'inverse: «Oh là là, mon Dieu, devenir parent, c'est horrible, on n'a plus de temps pour nous», et cetera. Mais je pense que c'est vraiment comme comment chacun le perçoit et c'est toujours important de le ramener par rapport à sa propre perception, heu et chaque parent vivra les choses différemment selon qui il est et cetera et cetera. Petit aparté également parce que je pense que c'est important de reposer aussi, tout ça et reposer le fait que ça dépend toujours de son propre prisme, en fait.
Donc moi, j'accompagne en effet, les couples, les femmes sur la question de la fertilité pour toutes ces personnes pour qui ça prend parfois, du temps. Heu, Parce que souvent, quand il y a un projet, mais que ça vient de commencer, bah, les personnes ne viennent pas me voir. Elles viennent me voir quand ça commence à poser souci, c'est-à-dire quand ça fait plusieurs mois qu'il y a un désir d'enfant, un projet de conception et que ça ne vient pas. Et là, en fait, on va aller travailler, notamment en hypnothérapie, sur, qu'est-ce que ça implique finalement pour toi, d'être mère, d'être père, d'être parent? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que encore une fois, on parlait des deuils, mais c'est aussi qu'est-ce que moi j'ai vécu finalement dans ma vie, dans mon enfance? Comment est-ce que moi je me représente la maternité? Est-ce que j'en ai entendu du bien quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, quand j'étais petite fille, quand j'étais femme? Est-ce que j'ai entendu des discours, par exemple, sur l'accouchement qui étaient traumatiques et donc du coup forcément bah, mon inconscient il fait tout pour pas que je tombe enceinte puisque en fait je sais que l'accouchement ça va être horrible mais bien sûr c'est de la protection, enfin c'est des exemples mais en fait parfois il y a des choses qui s'imprègnent aussi dans la tête sans qu'on s'en rende compte. Et on le sait aujourd'hui que l'esprit et le corps est connecté. Donc si à un moment donné, au niveau de l'esprit, il y a quelque chose qui bloque, le reste ne fera pas son travail. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher aussi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a pu s'imprégner à un moment donné, ou alors quel deuil il y a besoin de faire. Par exemple, j'ai eu, par exemple, des personnes, voilà, qui ont eu une mère absente ou une mère qui s'est pas occupée d'elle. Enfin, là, je vais parler de la dame du coup, mais qui ne s'est pas occupée d'elle, qui a été très absente, ou alors qui a été étouffante. Et donc, dans l'inconscient, c'est aussi l'idée que moi, quand je vais être mère, ça va être pareil, mais moi, je veux surtout pas être comme ça avec mon enfant, par exemple. Et donc, il y a cette idée aussi inconsciemment de loyauté familiale, de faire pareil. Enfin, voilà. Et ça, c'est des formes de deuil. C'est je fais le deuil de mon histoire pour pouvoir accueillir la vie et moi accompagner et éduquer mon enfant d'une autre façon. Ça peut être justement un couple, une femme qui a perdu, j'ai perdu mon papa quand j'étais jeune et en fait mon Dieu, ça a été tellement difficile que on ne sait jamais, je ne veux pas faire revivre ça à mon propre enfant, par exemple. Tout ça, c'est inconscient. C'est-à-dire que la personne, elle va pas me le dire quand on en discute. C'est après, on va le trouver, on va le chercher dans la séance, on va aller essayer d'apaiser ça. Mais en fait, c'est simplement là où je veux en venir, c'est que parfois, il y a plein de choses qui se jouent et finalement, c'est difficile d'ouvrir parfois de nouvelles portes quand on n'a pas réussi à fermer celle qui était là avant, celle du passé. Donc après, c'est aussi chouette finalement de pouvoir se dire la vie nous offre la possibilité de fermer des portes et d'en ouvrir. Enfin, je veux dire, c'est quand même super positif finalement de se dire ça. Mais de toute façon, devenir mère, devenir parent est une forme de deuil, plus ou moins importante selon les personnes, mais ce n'est pas anodin du tout. Bien sûr, et tu l'as donné magnifiquement bien justement avec cette métaphore, c'est parfois il faut fermer des portes ou fermer des tiroirs, vous mettez le mot qui a du sens pour justement en ouvrir, d'autres, et donc il y a cette forme de deuil avec un avant et un après. Qu'est-ce qu'on laisse mourir? Qu'est-ce qu'on laisse partir? Sur quoi on lâche prise aussi? Et tu m'arrêtes, mais en fait, si je devais le reformuler avec mes mots, ce que je retire à travers ce que tu dis, c'est que dans certaines, peut-être dans certains désirs de maternité qui n'arrivent pas à s'ancrer justement dans la matière, qui n'arrivent pas à se réaliser. Alors je parle pas d'impossibilités qui sont par rapport au corps, par rapport à certaines maladies ou autres, où là on serait peut-être plus dans une infertilité totale. Encore une fois, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Mais, on va dire dans certaines difficultés qui peuvent y avoir, qui ne s'expliquent pas de l'ordre de la santé, je ressens beaucoup ces notions de peur, de doute, de passé, de croyance, de conditionnement, en fait, parce que tu as cité des exemples de, voilà, quand on était petit, on a entendu telle chose sur l'accouchement et cetera, et que ça peut être un levier. Encore une fois, c'est pas une réalité, c'est pas pour tout le monde, il faut l'expérimenter, je pense aussi pour le savoir, mais ça peut être un levier de finalement, je pose les mots sur quelque chose, donc j'en prends conscience, donc je légitime cette chose-là, je légitime peut-être cette peur, je légitime peut-être cette croyance, je la fais passer de l'inconscient au conscient, et en la conscientisant, ça permet aussi de débloquer des choses,
de passer des portes et d'en fermer d'autres. Est-ce que si je le dis comme ça a du sens et ça colle à ce que tu disais? Bah, en fait, c'est exactement ça. Tu fais très bien aussi de préciser l'idée de l'infertilité expliquée et l'infertilité inexpliquée. Je trouve que c'est quand même aussi important. Évidemment qu'avant tout ça, il y a des bilans médicaux qui se font et qu'il y a euh, des choses qui peuvent s'expliquer au niveau médical, évidemment. Et là, moi, je parlais vraiment des infertilités où les médecins disent, bah, écoutez, tout va bien, même tout va très bien, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et on comprend pas, on peut pas vous aider au niveau médical. Et c'est là où il peut être intéressant du coup d'aller creuser au niveau personnel de l'histoire familiale, des croyances, enfin de tout ce que tu disais. Et je pense que ce que tu as dit sur le fait que parfois il suffit de passer de l'inconscient au conscient, c'est exactement ça. Voilà, je pense que c'est très bien résumé. C'est qu'en fait, en prendre conscience, c'est déjà une première forme de libération finalement. C'est ça, c'est exactement ça et justement sur cette notion de l'infertilité totale, j'avais envie, qu'on puisse ouvrir ensemble, sur, une note un peu plus positive justement et une note d'espoir, de se dire: «OK, je ne peux pas, potentiellement avoir d'enfant à cause de mon corps, à cause d'une difficulté, d'une maladie, d'un syndrome». Qu'importe si vous vous retrouvez là-dedans, mais de quelque chose qui est médical sur lequel je n'ai pas peut-être le contrôle. C'est pas pour autant que si j'ai réellement le désir de devenir mère, de prendre ce rôle de mère, qui peut être l'une des possibilités dans le cycle de la femme, comme on le disait, que je peux pas le faire en fait. Je peux le faire différemment, ce sera peut-être pas mon enfant dans le sens mon sang, mes gènes, mais c'était pouvoir aussi ouvrir sur l'adoption. Est-ce que tiens d'ailleurs en guise de parenthèse, ce sont des choses aussi que tu accompagnes ou pas du tout? Tout à fait. En fait, déjà, il y a plusieurs choses et puis, parfois aussi, ça peut arriver aussi qu'il y ait des mots qui soient posés, infertilité, stérilité, des mots qui sont très durs et cetera. Et parfois, il y a une grossesse qui arrive, en fait, aussi, hein. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi enfin, je en fait, l'idée, c'est pas de donner de l'espoir ou de donner, des fausses idées ou de vendre du rêve, hein. C'est pas du tout ça, loin de moi l'idée de ça. Mais en fait, c'est aussi des fois que l'idée, c'est que parfois des femmes, des hommes qui sont dans des parcours PMA, qui arrêtent le parcours et qui tombent et madame tombe enceinte, en fait, après. Ça peut aussi arriver parce qu'en fait, on ne maîtrise pas tout. Alors autant parfois ça n'arrive pas, mais parfois ça peut aussi arriver. Donc moi, dans le cadre où ça n'arrive pas, je travaille aussi finalement sur le deuil de la maternité dans son corps, puisque comme tu l'as très justement dit, la maternité, le rôle de mère, de parent ne s'arrête pas à ce qui se passe dans le corps, évidemment, mais ça peut être pour certaines femmes, pour certains couples, un premier deuil à faire avant de pouvoir se projeter sur une adoption ou sur autre chose. Mais en tout cas, c'est comment est-ce que moi je fais le deuil dans mon corps d'une maternité qui ne viendra pas de moi. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est aussi un travail, un processus qui peut être long, qui peut être court, encore une fois, ça dépend des femmes. Euh, mais c'est quand même une porte à fermer pour en ouvrir une autre, encore une fois. Merci beaucoup pour, tout cet échange. Franchement, je trouve ça vraiment super intéressant, super pertinent et j'espère que ce soit pour les femmes qui nous écoutent ou pour les hommes, que ça aura pu aussi, ben, peut-être ouvrir certains sujets de discussion ou de réflexion, personnelle ou collective. Et justement pour clôturer un petit peu cet épisode, j'avais envie que tu nous parles d'un outil, d'une pratique, d'un rituel même plutôt, qui a clairement du sens avec cette notion de deuil et de passage. Mais, je te laisse la parole, c'est toi qui en parleras bien mieux que moi. Oui, avec plaisir. Donc en parallèle des accompagnements individuels que je fais et puis des cercles de femmes, je propose également des soins rituels Rebozo. Euh, donc le rebozo, en fait, c'est un tissu mexicain, c'est un châle qui est tissé à la main d'une certaine façon, etc. Et qui est utilisé du coup comme pour faire un soin qui a été occidentalisé, c'est-à-dire la façon dont il est fait ici, je le précise aussi, n'est pas fait comme ça au Mexique, puisque ça vient du Mexique, mais en tout cas c'est un soin qui a été occidentalisé
et symboliquement qui permet d'accompagner les passages de la vie. Donc ce rituel, il dure 3h30. Nous sommes deux femmes. À l'origine, c'est un soin qui est fait par 2 femmes pour une femme. Mais de plus en plus, on voit aussi des hommes qui font ce soin et qui le reçoivent, ce qui est très très chouette, puisque on a aussi besoin de cette énergie masculine. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc pendant ce soin, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a un temps de massage, un temps de bercement en fait avec ce rebozo qui est donc ce châle. On en a plusieurs. Donc en fait, on va bercer différentes parties du corps qui à un moment donné ont besoin d'être entourées, enveloppées, sécurisées. Ensuite, il va y avoir un temps où la personne va aller du coup dans un hammam qui sera portatif, puisque l'idée c'est qu'il y ait une montée en chaleur, avec l'idée aussi de faire sortir finalement par tous les pores de la peau tout ce qui a besoin de sortir. C'est très symbolique, hein, donc je reste vraiment dans cette idée de symbole, puisque on est sur ça. Et ensuite, grâce à ces rebozos, en fait, on va faire ce qu'on appelle une fermeture de ce pourquoi la personne est venue. Donc, en fait, on va passer avec ces rebozos sur plusieurs endroits du corps pour pouvoir effectuer une fermeture symbolique du corps pour pouvoir ensuite réouvrir quelque chose. Donc, initialement, ce soin, il était imaginé pour les femmes qui viennent d'accoucher, avec l'idée vraiment de resserrer le bassin qui a été ouvert, de refermer cette porte qui a été ouverte pendant l'accouchement et de pouvoir lui permettre de réouvrir quelque chose de nouveau pour honorer ce passage de la femme à la maman. Et en fait, finalement, ce soin, il s'est aussi ouvert à tous les passages de la vie. Donc, c'est-à-dire que je vais changer de lieu de vie, par exemple. Je change de lieu de vie, mais j'ai du mal, en fait, à accepter de changer de lieu de vie. J'ai du mal, en fait, à me dire que je vais aller ailleurs, etc. J'ai l'impression que j'arrive pas à tourner cette porte. Le soin va vraiment intervenir au niveau symbolique pour accompagner ces deuils, pour le coup, et ouvrir sur d'autres choses. Donc en fait, voilà, il y a plein d'exemples. Donc ça va être par exemple lors d'une séparation, lors d'un divorce, on peut faire un soin rituel rebozo. Lors d'une naissance, évidemment, on l'a dit, mais ça peut être aussi lors d'une naissance professionnelle, par exemple. Je suis en réorientation professionnelle, j'ai besoin d'être accompagnée sur ça. Ce soin va accompagner ce changement. Ça peut être une femme justement qui désire être mère, mais pour qui il y a besoin de fermer la porte de la jeune fille, etc., et besoin d'ouvrir sur une potentielle maternité. Enfin voilà, c'est très très vaste. C'est un soin qui est très puissant, qui est incroyable. Encore une fois, qui n'est pas vécu de la même façon selon les personnes. Donc quand je dis très puissant, c'est parce que moi je l'ai fait, donc je l'ai senti très puissant. Pour d'autres, ça n'aura pas la même puissance, mais en fait c'est normal puisque chacun a des perceptions différentes et que pour certains ça va être un moment de bien-être et de oui simplement un moment de bien-être, si je puis me permettre de dire simplement parce que c'est déjà beaucoup. Et puis pour d'autres, ça va être un vrai passage, en fait, un vrai outil pour passer des choses. Voilà un petit peu pour ce soin rituel. Et puis, merci beaucoup. Ouais, si je peux juste vas-y. finir avec ça, c'est aussi l'idée là de pouvoir. Je suis en train de réfléchir à mettre en place des célébrations, des espaces en fait pour accompagner les personnes à célébrer les passages de leur vie à plusieurs. Je pense notamment aux femmes qui deviennent mères, par exemple, et d'être accompagnées par sa tribu et passer ensemble ces passages-là. Moi, j'ai eu la chance, mes proches m'ont fait une surprise lors de mon enterrement de vie de jeune fille, qui était un enterrement de vie de jeune fille très symbolique finalement, et elles m'ont offert du coup une cérémonie de passage.
qui a été du coup animée par une femme que je connais et que je salue d'ailleurs. Mais en fait, c'est incroyable aussi de pouvoir bah oui, célébrer ces passages de la vie, tourner des portes, tourner des pages, fermer des portes, et voilà. Je voulais vraiment te remercier pour toutes ces notions de cycle, en fait, de vie, de mort, de renaissance, d'évolution, du fait d'accepter de lâcher certaines choses ou de fermer certaines choses, certaines portes, certaines blessures, positives, négatives, pour justement s'ouvrir à d'autres choses. Et donc voilà, comme tu l'as dit, tu es sur la région de Bordeaux. Il y aura tous tes liens en description pour justement, te retrouver, échanger avec toi si les gens ont des questions, pouvoir pratiquer un soin rituel Rebozo si les gens ont le besoin ou l'envie de fermer quelque chose pour ouvrir autre chose, que ce soit sur la thématique de la maternité ou sur le deuil, encore une fois, au sens large, positif ou négatif. Et aussi pour toutes ces notions de reliance, comme tu l'as dit, avec des cercles de femmes, qui soient classiques, qui soient peut-être sur des cercles de jeunes filles, s'il y a des gens qui ont envie de te contacter là-dessus, ou même pour les femmes enceintes. Enfin voilà, tout est possible, j'ai envie de dire, et tout dépend de l'intention qu'on pose. Mais vraiment, je voulais encore te remercier pour cet épisode. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais ajouter, un petit mot de la fin? Bah, simplement un grand merci aussi Charlène, parce que je trouve que c'est important de changer aussi son focus sur le deuil, et en tout cas de pouvoir ouvrir sa perception sur le deuil. Et c'est précieux, en fait, c'est précieux. Et en effet, quand on l'a dit au début, mais j'ai juste envie de finir avec ça, parce que la mort, en fait, enfin, travailler sur la mort, c'est travailler sur la vie. Et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de finir cette phrase, parce que c'est précieux. Voilà. Merci beaucoup pour cette phrase qui conclut magnifiquement bien. À très très vite en tout cas. Merci beaucoup, Justine. Merci Charlène. Merci. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort. Et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.